Super. Donc, pour ceux qui n'ont pas été dans nos webinaires auparavant, je prends toujours une minute pour rappeler à tout le monde ce que c'est Mardi Je donne. C'est un mouvement mondial et notre groupe s'appelle Ici on donne. On est un groupe civique. On est des bénévoles qui travaillent à promouvoir Mardi Je donne dans la province de Québec. Donc, on est une bonne gang cette année. On a à peu près 6-7 bénévoles qui travaillent avec nous de façon assez régulière, puis ça nous aide vraiment à faire mieux connaître le mouvement au Québec. Et l'an dernier, on a réussi à amasser presque 2,5 millions en une journée. Donc, cette année, on vise 3 millions et on essaie d'avoir le plus d'inscriptions possible, le plus d'activations possible, le plus de campagnes possibles, autant les organismes à but non lucratif que les entreprises, les individus qui y participent. Donc, aujourd'hui, avec moi, j'ai ma collègue Sophie Martin. Je suis très contente d'être accompagnée de ce collègue-là. Elle est spécialiste en communication. Et ensemble, on va vous montrer des trucs et des astuces pour rejoindre les journalistes, faire parler de votre campagne, les conseils et quoi faire pour le jour J. On va regarder quelques minutes à la fin pour du réseautage et vos questions. Mais si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez ouvrir votre micro et votre vidéo pour poser la question. Si vous êtes trop gêné, mettez-le dans le chat et on va essayer de les répondre au fur et à mesure. Donc, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Ça enrichit pas mal plus la présentation que nous deux en train de parler pendant 1 heure. Donc, gênez-vous pas. Cette session est pour vous et vous pouvez nous interrompre au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec des questions de base. Les organismes ont tendance à penser que les médias vont changer leur vie. Pourtant, dépendant de vos objectifs de communication, ce n'est pas la réponse à tous les problèmes de visibilité. Donc, je voulais juste commencer avec cette petite parenthèse-là. Il faut se souvenir aussi que les journalistes reçoivent de centaines de demandes. Il faut savoir comment vous différencier des autres. Le fait d'avoir une campagne de collecte de fonds n'est pas en soi comme un élément vraiment wow, là. Mais si vous pouvez conter une histoire touchante, percutante, intéressante, là, vous aurez plus de chance. Donc, c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. On va vous montrer quelques exemples pour vous donner un peu d'inspiration et un peu de direction. Quand vous pensez à faire une offensive de relations publiques, il faut aussi penser si vous avez besoin d'attirer l'attention du grand public ou si c'est un public plus ciblé. En communication, on veut toujours commencer avec le cible avant tout. On ne peut pas vraiment organiser nos messages si on ne sait pas à qui on parle pour commencer. Donc, il faut aussi penser à votre plateforme qui irait le mieux avec votre histoire. Si votre campagne ou votre message a un grand impact visuel, bien, la radio, c'est peut-être pas la meilleure place à vous faire connaître. Donc, c'est toujours, il faut réfléchir à ces éléments-là aussi parce que ce n'est pas juste la télé, la radio, les revues, etc., les journaux et surtout avec tout ce qui est disponible avec l'Internet aujourd'hui, il y a aussi les blogueurs. Donc, les blogueurs sont des influenceurs importants de nos jours et ils peuvent aussi être bénéfiques, aussi bénéfiques que les médias traditionnels si le public recherché est en lien avec votre mission. Donc, vous pourriez garder ça en tête. Pour des conseils de base, on vous conseillerait d'être vraiment précis avec vos communiqués, vos messages que vous allez partager. Les journalistes, comme je vous ai dit, sont très occupés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils vont juste scanner rapidement pour essayer de voir s'il y a un hook intéressant. Ma collègue Sophie va vous partager quelques exemples dans pas très long pour justement vous montrer comment bien raconter votre histoire. Et c'est sûr que
l'histoire et l'aspect humain, c'est très important, mais toujours renforcer vos messages avec des faits et des chiffres. Si vous lisez des journaux et vous savez que c'est là que ça va accrocher les gens, on va regarder les choses et dire « Ah, wow, je ne savais pas que 6 sur 10 personnes avaient ce problème-là ou sont affectées par ci et ça. » Donc, mettez des faits, recherchez bien vos faits et ça va vous aider davantage d'avoir plus de visibilité. Sophie, je t'invite à donner des exemples. Oui, bonjour à tous. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. On a décidé de faire une petite recherche Google pour voir quelle était la couverture médiatique de l'édition 2020 de Mardi Je Donne pour vous montrer justement du concret avant de commencer. Mais en effectuant ma recherche, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas énormément d'exemples. Et figurez-vous que lors de ma recherche, ce que je voyais plutôt, c'était des pages de campagne Mardi Je Donne que je voyais sur des sites web des organismes participants. Donc, ces pages-là sont essentielles à votre campagne, mais afin d'être repris dans les médias, dans les journaux, etc., il faut aller une étape plus loin. Et cette couverture-là médiatique, elle prend plusieurs formes, puis je vais vous montrer quelques exemples. Donc, le premier exemple que je vous propose, c'est un article qui a été publié dans le journal Info Laurentide en novembre 2020. Donc, on regarde la campagne de l'an dernier. Cette campagne, c'est à propos de l'article est à propos de Centraide Laurentide, et puis l'article est très spécifique sur leur campagne. Donc, on voit, vous voyez peut-être un peu à l'écran, Centraide annonce que pour la première fois, l'organisme met sur pied une campagne de dons par texto. Donc, dans cet article-là, le texte explique, premièrement, la nouvelle fonctionnalité de Centraide qui permet de toucher un plus large bassin de donateurs. Ça explique que c'est très simple, très rapide et très direct. Et le texte donne aussi des instructions comment faire le don. Donc, texter « je donne » au numéro de téléphone. Donc, il y a des instructions sur comment procéder. Ce que le texte inclut aussi, c'est une citation et une invitation de la part de Centraide Laurentide sur un appel à l'action. Donc, ils disent aussi dans l'article comment les dons seront utilisés et l'impact que ces dons vont avoir sur la communauté. Et à la fin de l'article, on retrouve une courte phrase générale sur le mouvement Mardi Je Donne. Donc ça, c'est un premier exemple d'un article spécifique à la campagne. Donc, par le deuxième article ou le deuxième exemple que je vous propose, c'est un article qui est paru dans le journal Le Soir. Et il parle d'une campagne de financement de l'organisme La Maison familiale rurale. Et encore une fois, c'est un article très spécifique sur leur campagne. Il explique qu'est-ce que MFR, c'est un organisme de lutte contre le décrochage scolaire auprès des jeunes. Et il y a 2 paragraphes aussi au centre de l'article qui parlent de la mission et des projets de l'organisme et comment les dons seront utilisés. Puis à la toute fin, on voit une phrase ou 2 sur où aller pour contribuer, comment contribuer. Donc, il y a des instructions. Donc, c'est un appel à l'action avec des instructions. Sophie, je rajouterais que pour les gens qui vont recevoir les diapos, quand vous allez cliquer sur le texte en turquoise, Journal Le Soir, ça va vous amener directement à l'exemple. Donc, quand vous allez recevoir ça, vous pouvez aller lire les exemples en détail puis peut-être trouver un peu d'inspiration. Tout à fait. Bon point, merci Kim. Donc, j'ai essayé de trouver des exemples français et québécois, mais encore une fois, comme il n'y en avait pas énormément, je me permets de vous en proposer en anglais et quelques-uns aussi de l'Ontario, de la province de l'Ontario. Le troisième exemple, c'est un reportage, donc une forme de visibilité un peu différente. C'est un reportage très général sur la campagne Mardi Je Donne, qui est paru sur la chaîne Global News. Et dans ce reportage, on met en lumière 2 organismes montréalais, Chez Doris et West Island Cancer Wellness Center. Donc, ce reportage raconte une histoire. Il raconte d'abord l'histoire de Ashley Frank, que vous voyez dans la petite photo.
à l'écran. Elle a 30 ans et elle a récemment survécu à un double cancer grâce en partie au Wellness Center. Le reportage raconte aussi la situation actuelle de chez Doris. Puis on s'entend ça, c'était le reportage est paru pendant le pic, le grand pic de la pandémie l'an dernier. Donc, chez Doris, c'est un refuge montréalais pour femmes sans abri, donc dans une situation d'itinérance. Et le reportage raconte que dans l'espace de 9 mois, presque 700 femmes sans abri se sont présentées à chez Doris et la majorité d'entre elles étaient nouvellement en situation d'itinérance. Donc, on voit qu'il y a un gros problème et ça, c'est repris dans ce reportage. Puis le reportage explique dans les deux cas l'impact que ces organismes-là ont sur leurs clients, comme notamment Ashley Frank. Et il fait, par l'entremise d'Ashley Frank et d'autres personnes, un appel à l'action. Donc, on voit Ashley Frank, et vous pouvez visionner par la suite là, le petit clip. Ashley Frank fait un appel à l'action. Elle demande une contribution financière à ces organismes et notamment le Wellness Center dans le cadre de la campagne Mardi je donne. Le prochain exemple que je vous présente, c'est un exemple tiré du Toronto Star, donc un journal de Toronto. Moi, j'ai trouvé cet article intéressant parce qu'il est général sur la campagne Mardi je donne et il présente les grandes lignes du mouvement et il donne aux lecteurs plusieurs idées sur comment participer. Donc, que ce soit un don monétaire, un don de vêtements ou du bénévolat, par exemple. Donc, le journaliste illustre ses propos, là, les grandes lignes de la campagne, en donnant des exemples très concrets. Comme par exemple, il souligne l'initiative de deux jeunes de, je crois, 8 et 12 ans, les frères et sœurs Connors, qui décident d'aider un organisme particulier, Holiday Helpers, pour faire des paniers de Noël. Il souligne aussi l'initiative d'un organisme qui s'appelle Toronto Gives, qui a commencé un mouvement sur les réseaux sociaux qui a eu beaucoup d'impact. Et tout au long de l'article, il souligne beaucoup d'exemples d'organismes, notamment StreetKnit, FoodShare, Youth Without Shelter, Toronto Arts Foundation, l'entreprise Lush. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met l'hyperlien vers le site web de ces organismes-là et les lecteurs peuvent par la suite faire leur recherche et peut-être faire un don à ces organismes. Donc ça, c'est une autre façon aussi, un article général qui met l'emphase et la visibilité sur des organismes qui participent à la campagne. Le dernier article que je voulais vous proposer, encore une fois tiré d'une publication à Bradford, en Ontario. Cet article est intéressant parce qu'on voit deux organismes qui sont un peu mis en vedette. Donc, il y a un partenariat entre les deux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un article sur l'initiative des propriétaires du magasin Canadian Tire à Bradford. Et ces propriétaires-là lancent le défi aux autres entreprises locales de faire comme eux. Ils ont décidé de verser un don de 5 000 $ à l'organisme A Bradford Christmas. C'est l'organisme qui est fondé par les deux jeunes filles que vous voyez, c'est les sœurs que vous voyez à l'écran, les sœurs Dahlgren. Et ces sœurs-là visaient l'année dernière à ramasser 50 000 $ pour les plus démunis. Donc là, on voit le partenariat entre deux organismes, un qui a quand même beaucoup de notoriété, de visibilité, là, Canadian Tire, et un petit organisme de deux jeunes filles qui, ensemble, ont eu cette visibilité médiatique. Merci, Sophie. Avant de commencer avec la suite, est-ce que vous avez des réactions, des questions concernant les exemples qu'on vous a montrés? Parfait, on va continuer. Donc, par où commencer? Hein, c'est ça la question. Ce qu'on vous suggère, c'est de dresser une liste de médias qui comprend les journalistes,
qui travaillent à cet endroit-là. Trouver leur courriel, leur téléphone si c'est possible. C'est pas toujours facile de trouver les listes de contacts. C'est pour ça souvent qu'on fait affaire avec des relationnistes professionnels. Mais avec le temps, si votre organisme a eu des échanges avec des journalistes dans le passé, c'est important de les garder dans votre carnet d'adresses pour pouvoir les rejoindre quand vous avez une histoire à partager. Surtout de garder votre liste à jour. Les journalistes sont souvent appelés à travailler sur différents projets et dans différentes entreprises de médias. Donc, essayez de garder votre liste à jour. Il faut aussi préparer un dossier de presse de base. Donc, normalement, ça va être un petit folder que vous pourriez mettre sur votre Google Drive ou sur votre ordinateur qui va inclure un communiqué de presse, des photos. S'il y a une vidéo, ça serait vraiment bien. Sophie va vous montrer un exemple tantôt de tous ces éléments-là. Une brève description de votre organisme, avoir genre ce qu'on appelle un boilerplate, là, c'est maximum 3-4 phrases qui expliquent rapidement et clairement ce que votre organisme fait. Et c'est toujours bon aussi d'avoir des citations pour votre campagne ou que ça soit de votre directeur, directrice. Ça peut être aussi un membre du CA, comme ça peut être un bénévole ou un bénéficiaire. C'est toujours bon d'avoir plusieurs citations que vous pourriez fournir à des journalistes quand vient le temps. On vous recommande fortement d'investir dans vos présentations visuelles, d'avoir des photos et des vidéos. C'est vraiment de plus en plus parce qu'on est sur nos téléphones mobiles. On consomme beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux et les médias veulent vraiment avoir ces éléments-là. Ça peut être fait maison, c'est pas grave si c'est pas professionnel, mais au moins avoir une petite vidéo. Ça peut être la directrice qui parle de l'organisme, comme ça peut être un bénéficiaire qui parle de l'impact de vos services et de vos programmes. Donc, vous pourriez déjà réfléchir à faire quelque chose de short and sweet pour l'avoir dans votre dossier de presse. Et ensuite, ça serait important aussi de créer un espace, comme je dis, d'utiliser des outils comme Google Drive ou SharePoint ou des autres, où est-ce que vous pourriez donner accès à des gens, où est-ce qu'ils peuvent aller juste dans un folder, prendre tout ce qu'ils ont besoin. Ça facilite le fait que les journalistes vont trouver ce qu'ils ont besoin, que ce soit en photo, en texte, en vidéo, etc. Et c'est facile à repérer. Et c'est plus facile pour vous de les mettre à jour. Ensuite, je passe la parole à Sophie pour vous parler d'un exemple de communiqué. Donc, Kim a parlé d'un dossier de presse. Donc, c'est comme un portfolio essentiellement avec plusieurs éléments qui facilitent le travail du ou de la journaliste quand vous leur présentez une histoire. Je vous présente rapidement, là, sans rentrer dans les détails, un exemple d'un communiqué de presse de la Fondation Rideau Hall, donc, qui a été publié aussi dans le cadre de Mardi Je donne. C'est un document qui est très concis et assez bref et court et qui est destiné aux journalistes et qui leur donne toute l'information qu'ils ont besoin afin de comprendre votre histoire et puis d'aller chercher des liens ou d'autres détails pour bien raconter votre histoire. Donc, ça, c'est juste un petit visuel d'un communiqué de presse. On ira plus en détail un peu plus tard là, sur le contenu et puis le format du communiqué. Et si je vous montre rapidement aussi, donc dans cette pochette de presse, un exemple d'une vidéo. Donc ça, c'est l'Impact de Montréal, qui est aujourd'hui le CF Montréal, l'équipe de foot, Club de foot Montréal, qui a créé une vidéo dans le cadre, encore une fois, de Mardi Je donne l'année dernière. Ils l'ont publiée sur YouTube et puis cette vidéo est très, très bien faite. Là. Vous irez la visionner plus tard si vous voulez. Elle explique la participation de l'Impact de Montréal au sein de la campagne et l'impact qu'ils ont justement dans la communauté
Et il y a la directrice là, du centre de loisirs de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, vous voyez, qui fait un petit thumbs up. Donc, une vidéo très bien faite, mais comme Kim a mentionné, là, c'est très professionnel, hein. Ils ont beaucoup de sous, bien sûr, cet organisme-là. On peut faire ça avec nos téléphones cellulaires. Il n'y a pas besoin d'un gros budget pour faire des vidéoclips, mais l'aspect visuel reste très, très important et très prisé aussi. Là, on consomme beaucoup, comme Kim a dit, de vidéos. Donc, ce n'est pas nécessairement la qualité de la production qui est le plus important. Je rajouterais aussi que si vous avez des partenaires corporatifs et que vous avez des bonnes relations avec eux, s'ils sont prêts à vous soutenir, c'est qu'ils seraient peut-être prêts à vous soutenir davantage. Et au-delà du don ou du partenariat qu'ils vont faire avec vous, vous pourriez toujours leur demander s'ils ont accès à une agence de pub ou à des compagnies de production qui pourraient vous aider à monter une petite vidéo en partenariat avec eux. Et si vous demandez, peut-être ils seraient prêts à vous prêter leur équipe professionnelle pour faire ces choses-là. Comme on voit, c'est surtout pas avec les sous du Centre communautaire de loisirs de Côte-des-Neiges qui ont pu faire une telle vidéo. Donc, c'est sûrement l'équipe de l'Impact de Montréal qui leur a donné un coup de main avec ça. Et c'est vraiment gagnant-gagnant parce que pour le partenaire, c'est une bonne visibilité, autant pour l'organisme de bienfaisance. Donc, il faut se dégêner. Puis oui, c'est gentil quand les partenaires nous aident, mais gênez-vous pas d'en demander un petit peu plus parce que si vous ne demandez pas, ben, la réponse sera toujours non. Donc, on vous encourage de voir si vous pouvez demander un peu plus de différentes participations comme ça. Ensuite, je vais poursuivre avec les alertes Google. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce service-là. Beaucoup de notre vie se passe dans Google de nos jours. Et Google a un outil de veille gratuit qui vous permet de surveiller le web et de trouver des pages qui contiennent des mots-clés spécifiques que vous indiquez dans votre recherche. Donc, vous pouvez, par exemple, si moi, je voulais mettre agence, communication, collecte de fonds, Montréal, pour être similaire à ce que les services de mon entreprise fait, j'aurais des alertes à chaque fois que cette combinaison-là de mots-clés sont mentionnés à travers Google et dans les médias. Donc, c'est une bonne façon de faire une veille soit sur la compétition ou de voir quand un sujet chaud est activé et que ça vous regarde, vous pourriez vous mettre disponible pour parler de ce sujet-là, de démontrer votre expertise et vous pourriez être plus proactif dans vos activités médiatiques et de communication. Donc, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'un compte Google. Vous tapez Google Alerts dans le moteur de recherche et vous allez pouvoir créer les alertes à propos de n'importe quel sujet que vous voulez. Puis ensuite, vous allez avoir vos alertes par courriel et vous pourriez les consulter par la suite. Donc, je vous invite de jouer avec ça, voir ce que ça peut donner. Si vous travaillez, par exemple, dans le milieu de la santé des enfants ou autre, ou que vous avez travaillé dans la santé mentale ou que vous êtes en éducation, que vous travaillez, peu importe dans quel secteur que vous travaillez, vous pouvez ajuster vos alertes pour voir ce qui se passe autour de vous et au fur et à mesure, vous allez pouvoir être plus proactif à ce niveau-là. Au niveau de la visibilité, je vous encouragerais aussi de penser à des organismes qui sont dans votre milieu et de réfléchir à un sujet qui vous touche tous. On voit souvent que par exemple, tout à l'heure, on mentionnait chez Doris. Ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est qu'on voit souvent le sujet, par exemple, des sans-abri qui sont dans les nouvelles. Et c'est souvent un regroupement des centres de refuge qui se sont mis ensemble pour avoir une voix plus forte. Donc, si vous avez des alliés dans votre secteur,
pensez à faire un appel, faire un brainstorm ensemble, puis de trouver un sujet qui vous touche, puis de voir comment vous pourriez ensemble avoir un plus grand impact dans les médias en le faisant ensemble plutôt que chacun de leur côté. On a vu tout à l'heure un exemple de Canadian Tire avec les 2 jeunes qui avaient un bel objectif d'aller chercher 50 000 pour leur cause, pour aider les familles démunies. C'est aussi là que vous pourriez trouver un partenaire corporatif ou un de vos bailleurs de fonds qui a une plus grande visibilité et vous pouvez voir à faire quelque chose avec eux. Par exemple, si vous avez eu le bonheur d'avoir un partenaire corporatif qui va faire un don jumelé avec vous. Ça, c'est très populaire dans les médias de voir que telle et telle entreprise va faire un match de chaque don. Donc, ils aiment ça, les histoires feel good comme ça. Donc, je vous encourage que si vous avez trouvé un tel partenaire, parlez avec ce partenaire-là pour voir si vous pouvez faire un communiqué ensemble pour avoir plus de visibilité autour de votre campagne. Sophie. Oui, donc les porte-paroles. Certains d'entre vous travaillent peut-être déjà avec des porte-paroles. Vous êtes ambassadeur personnel de votre organisme, mais tout comme vous, vos porte-paroles le sont aussi. C'est eux qui ont un rôle très public et ils sont chargés de présenter les opinions, les décisions ou les initiatives de votre organisme auprès de certains groupes ou auprès du grand public. Donc, ils ont un rôle très important. C'est la perception du public aussi de votre entreprise. Et cette personne-là, il faut travailler très étroitement avec elle et il faut s'assurer qu'elle, tout d'abord, parle au nom de l'entreprise ou de l'organisme uniquement, donc elle ne parle pas à son propre nom. Et on veut aussi s'assurer de l'outiller en amont, donc à l'avance de toute intervention ou de tout rapport avec les médias pour qu'elle soit premièrement disponible pour communiquer avec les médias et qu'elle soit bien préparée aussi pour vous représenter, qu'elle connaisse bien tous les sujets ou le sujet en question, les enjeux et les questions aussi des journalistes qui vont être posées. Donc, c'est un rôle, disons, proactif dans la mesure où elle va représenter, mais cette personne-là aussi peut bien répondre quand les questions viennent de l'autre côté vers vous. Donc, de l'outiller, c'est très important. C'est important aussi que vos porte-paroles soient capables de bien s'exprimer, de communiquer clairement, de bien se présenter et de parler et de s'expliquer de façon claire et très simple et pertinente. Donc, pas besoin de grands discours ou de monologues ou de jargon. Complexe ou de jargon. Ouais. C'est vraiment d'essayer de vulgariser et de présenter le plus simplement possible le sujet qu'on veut présenter. Un gros plus aussi, c'est bien sûr si cette personne est charismatique, est engageante, donc quelqu'un d'extraverti que les gens veulent écouter, au fait. Ça augmente sa crédibilité. Quand quelqu'un veut écouter et que cette personne aussi parle bien et s'exprime avec des faits et des vérités, cette crédibilité aussi augmente pour l'organisme. Je pense aussi, on ne peut pas le mentionner assez souvent, c'est de prendre le temps de pratiquer. Peu importe qui sera le porte-parole pour votre organisme, on n'est pas tous choyés d'avoir des grandes vedettes, de parler au nom de nos organismes. Des fois, ça peut être un membre du CA, des fois, ça peut être un expert. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le milieu de la santé, vous savez très bien, ou même en éducation, les plus académiques et les plus scientifiques ne sont pas tout à fait les plus charismatiques
nécessairement dans le domaine des communications, mais si on les prépare bien à l'avance, comme mentionnait Sophie, si on fait des petites sessions de pratique, comme on peut jouer un peu journaliste, porte-parole, pour faire un exemple d'une vraie situation, ça peut être très utile, surtout si votre porte-parole n'est pas super impliqué dans votre day-to-day. Peut-être qu'ils n'ont pas le même vocabulaire que vous utilisez dans votre organisme. Donc, juste le faire pratiquer pour que le vocabulaire soit clair et simple, comme a dit Sophie, mais aussi dans votre langage et que ça représente bien votre secteur de travail. Donc, ça aussi, c'est important à tenir compte. Merci, Sophie. Je vais poursuivre avec un autre format de visibilité pour les organismes. J'ai pris ici un exemple d'un de nos clients de tout récemment, il y a à peine 2 semaines, qu'on a fait on a aidé notre cliente à développer une lettre ouverte sur le sujet des enfants et la socialisation. Et ça a fait vraiment un bel effet. La lettre ouverte, c'est une lettre d'opinion. Ça doit être écrit, bien sûr, de quelqu'un qui a un certain niveau d'expertise et d'expérience sur le sujet. Donc, ici, on avait la directrice de la Maison Buissonnière qui a écrit une lettre ouverte. Et avec cette lettre, avec l'aide de notre relationniste, l'organisme a eu de la visibilité dans 7 publications, incluant Le Soleil, Journal de Métro, Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA Nouvelles en ligne, bien sûr, mais quand même, les gens lisent beaucoup ces revues-là, ces journaux-là maintenant en ligne, et ça a vraiment fait une belle visibilité pour le client. Donc, oui, les communiqués de presse sont une belle offensive, mais la lettre ouverte, quand il y a un sujet chaud, ça peut donner un bel effet. Je sais que il y a quelques années, j'ai écrit une lettre sur comment la philanthropie change au Québec et comment qu'on doit s'adapter, et j'avais soumis ça comme lettre ouverte, et justement, ça a été repris dans la presse, ça a été pris dans les affaires, et ben, je suis qui, moi? Tu sais? Je l'ai juste écrit comme ça parce que j'étais vraiment passionnée du sujet et je voulais me faire entendre. Et puis donc, même sans l'aide de trop de professionnels autour, on peut quand même toucher sur un sujet. Et bien sûr, on l'avait envoyé au mois de novembre, juste avant la journée de la philanthropie. Donc, le timing était bon et les journalistes étaient à la recherche de ce genre de contenu-là. Donc, quand vous allez penser à votre lettre ouverte, pensez au timing. C'est sûr que maintenant, on approche Mardi je donne. Est-ce qu'une lettre ouverte va être pertinente pour vous annoncer autour de vos activités de Mardi je donne? Peut-être que non, mais on voulait quand même vous le mentionner parce que les trucs et les astuces qu'on vous donne aujourd'hui, on veut que ça vous soit pertinent toute l'année et non seulement juste à Mardi je donne. Donc, quelque chose à réfléchir là-dessus. Sophie, tu vas poursuivre avec plus de détails sur comment faire un communiqué? Tout à fait. Je vous donne, il y a une autre diapo au fait avec encore plus de détails. Donc là, je vous donne quelques petites astuces additionnelles. Un communiqué de presse, encore une fois, c'est un document concis et quand même assez spécifique qui est rédigé à l'intention des journalistes pour leur donner toute l'information nécessaire afin qu'ils rédigent un article pour leur publication. Donc, c'est vraiment un but informatif. Donc, on les informe de quelque chose comme la sortie d'un nouveau service, d'un nouveau produit, un événement, une campagne de fonds ou une actualité majeure de l'organisme. Ce n'est pas un outil promotionnel. Donc, on veut quelque chose de succinct, de concis, d'environ 1 à 2 pages. On essaye de garder ça plus vers 1 page que 2, mais bon, ça peut déborder sur 2 pages.
Comme Kim a dit, on peut inclure des citations là-dedans. C'est toujours facile, disons, si le journaliste a déjà un paragraphe de rédigé de la part du directeur général ou du président du conseil à inclure dans son article. Et si vous avez besoin de donner des détails additionnels, on vous suggère d'utiliser ce qu'on appelle une fiche d'info, une fiche d'information qui peut par la suite alimenter l'argumentaire ou l'histoire que le journaliste va raconter. Donc, c'est des détails spécifiques sur votre campagne, sur le sujet en question. Plus avec des chiffres, des faits, des statistiques et des choses comme ça. Parce que, par exemple, si vous avez un sujet qui est très scientifique ou très académique, par exemple, ça se peut que le journaliste n'ait pas toutes ces informations-là à portée de main. Donc, c'est bon de leur fournir un peu plus de détails, mais comme annexe, pas directement dans le communiqué en tant que tel. C'est ça, exactement. Et comme, donc, pour savoir un peu comment communiquer avec les journalistes, Kim l'avait mentionné plus tôt, les journalistes reçoivent des centaines de demandes. Comme nous tous, là, ils sont très, très occupés. Ils n'ont pas le temps de tout lire et il y a souvent beaucoup de bonnes histoires qui passent inaperçues parce que l'accroche n'était pas là, parce que ça n'a pas capté l'intérêt. Donc, la clé de la communication avec les journalistes, c'est vraiment, en gros, d'essayer de leur faciliter le travail, de leur rendre la vie le plus facile possible sans pour autant faire leur travail journalistique, mais de mettre toutes les chances de votre côté afin que votre sujet ou votre histoire soit prise, soit choisie par eux. Les journalistes, comme j'ai dit, sont tellement occupés, ils ne courent pas après vous, c'est vous qui devez courir après eux, souvent, c'est le cas. Donc, quand un journaliste vous appelle, c'est toujours important ou qu'il vous écrit, c'est toujours important d'être disponible, de se rendre disponible parce qu'il n'y aura peut-être pas une deuxième chance. Alors, d'être à l'écoute et disponible pour eux, c'est très important. C'est aussi très important avant de leur présenter une idée ou un article à ce journaliste, c'est de faire vos devoirs, de faire des recherches, pas seulement au sujet de votre histoire, là, mais au sujet du journaliste en question. C'est quoi son parcours? Pour quel média travaille-t-il? Est-ce qu'il a une spécialité? Est-ce qu'il se spécialise plutôt en santé mentale ou en environnement, en sport ou en sauvegarde du patrimoine bâti, par exemple? Donc, si vous connaissez bien par vos recherches votre prospect, disons, là, le journaliste que vous recherchez, que vous convoitez, il y a des meilleures chances que vous lui parliez de la bonne façon, que vous abordiez les bons thèmes, les bonnes questions et que la relation se forge plus facilement. C'est aussi très important de lui demander, quand vous avez un contact avec lui ou elle, de lui demander ses préférences. Il y a des journalistes qui travaillent, par exemple, plus le matin, donc est-ce qu'on peut communiquer plus le matin ensemble? Ils travaillent de certaines façons, ils ont leurs propres manières ou leurs propres habitudes de travail. Et encore une fois, c'est comme n'importe quelle relation humaine. Si on essaye de se plier ou d'être ouvert à l'autre et à leurs habitudes, la relation se forge plus facilement aussi et le lien se renforce plus facilement. Donc, très important d'être ouvert et à l'écoute du journaliste, là, parce qu'on est tous humains. Et aussi, c'était très important là, de présenter vos... Donc, vous faites une recherche sur le journaliste en question, mais préparez-vous aussi, faites vos devoirs sur votre sujet, sur l'histoire et l'enjeu que vous voulez présenter. Ils cherchent des histoires qui sont racontées de façon simple, de façon claire et que vous connaissiez bien aussi votre matière. Ils veulent aussi savoir, connaître des histoires qui parlent. Donc, comment avez-vous changé des vies ou amélioré la situation dans votre communauté, par exemple. Donc, pas nécessairement une histoire promotionnelle, mais vraiment rester dans l'histoire
personnel et de l'impact que vous avez en tant qu'organisme. Si on passe à la prochaine diapo aussi, donc c'est un peu une continuité là, des points précédents. Les journalistes sont à la recherche d'histoires, de bonnes histoires, mais ils cherchent aussi des faits et des statistiques pour venir renforcer cette histoire. Les chiffres parlent, hein, ils démontrent un impact. Donc, si on pense à l'exemple que je vous avais proposé au début de chez Doris et du fait que l'organisme avait vu en dedans de 9 mois 700 femmes dans une situation d'itinérance et que c'était une augmentation très accrue, mais ça parle, ça vient renforcer et valider et donner de la crédibilité aussi à notre histoire. Donc, les journalistes sont vraiment très intéressés par ces faits. Donc, n'hésitez pas de leur fournir justement ces données-là si vous les avez. Une autre chose aussi, c'est de cultiver la relation avec les journalistes. C'est très, très important de rester en contact avec eux. C'est un peu comme une amitié, c'est une relation que vous forgez et elle est renforcée quand on maintient le contact. On ne parle pas de les achaler puis de leur écrire, d'écrire régulièrement, mais quand vous avez quelque chose d'important et de pertinent à soulever, n'hésitez pas à le faire pour justement continuer à maintenir ce contact. Puis la dernière... Vas-y, Sophie, excuse-moi. Je pensais que tu avais fini, vas-y. Et la dernière suggestion que j'aurais pour vous aussi, c'est de ne pas vous décourager. Les journalistes rejettent souvent la plupart des idées qui sont soumises la première fois. Donc, continuez, là, persévérez, changez d'angle, changez votre approche, peut-être retravaillez votre argumentaire ou simplifiez vos phrases ou vos textes et puis continuez. Donc, essayez à nouveau parce que c'est très normal que les histoires ne soient pas, que le journaliste ne soit pas intéressé par votre histoire la première fois et parfois même la seconde fois. Ça fait un bon lien avec le point que je voulais soulever avec les médias locaux. Parce que les médias locaux sont souvent plus disponibles pour aider les OBNL avec leur message. Et ils vont peut-être aussi vous donner des conseils en vous disant, ben oui, il y a quelque chose ici, mais si on prend peut-être cet autre angle-là, peut-être on peut, tu sais, plus travailler avec ça. Donc, essayez de développer des relations avec vos médias locaux. Si c'est dans votre quartier ou dans votre communauté, essayez de voir s'il y a des petits journaux qui seraient prêts à faire un article sur vous ou même vous offrir un petit espace publicitaire. S'ils ne peuvent pas vous passer en entrevue pour une histoire, bien, peut-être qu'ils peuvent vous laisser un peu de place de médias gratuits sous forme de publicité. Donc, je vous encouragerais fortement de voir c'est qui les journalistes dans votre communauté, puis de commencer plus petit. Et vous verrez que peut-être ces histoires-là vont être prises par les plus gros journalistes après. Donc, c'est toujours une possibilité. Tout à fait. Et Kim, donc l'exemple ou le commentaire de Kim revient aussi aux exemples que je vous ai présentés au début de la présentation. Vous verrez que les articles que je vous présente, c'est vraiment des médias locaux, des journaux locaux. Le seul journal, le Toronto Star, c'était justement la journaliste qui avait décidé de parler de la campagne et d'insérer les entreprises qu'elle avait choisi d'insérer. Donc, c'est ça qu'on voit. C'est une reprise dans les médias locaux en primeur. Là. Et conseils pour la rédaction? Oui, des conseils pour la rédaction. Donc là, je vous parle un peu plus. Je vous donne des 6 éléments clés à garder en tête là, lorsque vous rédigez un communiqué de presse. Il y a un format très spécifique à utiliser lors de la rédaction du communiqué. Donc ça, c'est important pour les journalistes parce qu'eux, ils ont l'habitude de voir ce format-là. C'est un format type. Alors, si vous l'utilisez, vous avez plus de chances aussi d'être pris, disons, ou d'être lu. L'autre chose aussi, c'est vous allez voir
sur le site web de Ici on donne, on va vous mettre le gabarit du communiqué de presse qu'on vous propose. Et puis, c'est très bénéfique si tous les organismes qui travaillent pour Mardi Je donne, donc pour une même cause, d'utiliser le même gabarit parce que ça revient au concept de Kim de crédibilité du collectif. Si les journalistes voient plusieurs organismes qui sont reliés à la même cause, ils voient le Mardi Je donne, ils voient la même structure, ils voient les mêmes boilerplates en bas, ça rajoute justement, il y a comme un effet d'entraînement qui se fait. Donc là, il y a aussi plus de chances d'être pris dans les médias par la suite. Si je parcours rapidement donc les 6 éléments clés que vous allez voir dans la rédaction d'un communiqué de presse. Je suis désolée, le visuel que vous voyez à l'écran, à droite de l'écran, ce n'est pas le bon visuel. Donc, on va vous le proposer un peu plus tard. On a la mauvaise... On a celui de l'an dernier. On a fait des mises à jour qu'on va mettre en ligne cette semaine. La première chose que vous voulez dans un communiqué de presse, c'est un titre accrocheur en haut. Donc, le titre accrocheur, là, vraiment, il doit répondre à la question du lecteur. En quoi est-ce que ça me concerne? Pourquoi est-ce que je veux lire le reste du texte? Et c'est ça, le journaliste, il va regarder le titre en premier, puis il va se dire, « Oh oui, ça m'intéresse. OK, je lis la suite. » Donc, le titre est primordial. Ce que vous voyez aussi en prochain, c'est ce qu'on appelle une ligne de date. Donc, la ligne de date, c'est toujours la ville et la date. Ça, c'est un format type d'un communiqué de presse. Donc, c'est toujours là. Vous le verrez toujours. La troisième chose que vous voulez inclure, c'est dans votre premier paragraphe, c'est un paragraphe très percutant, très concis et qui va chercher le lecteur. Souvent, les journalistes, ils n'ont pas le temps de lire le communiqué de presse au complet. Ils vont lire le titre et peut-être le premier paragraphe. Donc, ce premier paragraphe-là, il doit vraiment répondre à toutes les questions que le journaliste doit retenir, là, le qui, quoi, où, quand et pourquoi de la campagne ou de ce que vous voulez lui faire connaître. Par la suite, vous pouvez avoir 1 ou 2 paragraphes qui contiennent plus de détails sur votre initiative, mais ce premier paragraphe doit être très, très bien ficelé, bien rédigé et comprendre tous les éléments nécessaires. Un peu plus loin dans le communiqué, donc probablement vers le dernier paragraphe, vous parlez d'un appel à l'action. Donc, on veut toujours un petit paragraphe très clair qui dirige les lecteurs vers la page de votre site web, par exemple, votre page de campagne, et ou qui parle de l'impact que vous avez dans votre communiqué, dans votre communauté, par exemple. Donc, un appel à l'action, on demande de nous soutenir pour la cause et puis vous démontrer aussi un peu l'impact que vous avez. À la toute fin, on a ce qu'on appelle des boilerplates. C'est des paragraphes de présentation de votre organisme, donc un petit paragraphe qui décrit souvent la mission et les actions de votre organisme. Et vous en mettez un deuxième aussi pour présenter Mardi Je donne. Donc, comme ça, le journaliste peut aussi aller prendre cette information-là et contextualiser son article et parler de Mardi Je donne en général. Donc, il y a toujours 2 petits paragraphes qu'on appelle boilerplates qui présentent les organismes en question à la fin du communiqué. Et à la toute fin, on met toujours les coordonnées, donc vos coordonnées à vous, de la personne principale ou de la personne contact pour tout ce qui est des communications ou des relations médias dans votre organisme. Donc ça, c'est là qu'on vraiment... on veut que ça soit la personne qui est le plus disponible pour répondre aux journalistes quand le téléphone sonne ou quand vous recevez le courriel. Parce que si la directrice générale, par exemple, elle est toujours sur le terrain très occupée, oui, c'est peut-être la personne qui a le plus de connaissances sur le sujet, mais si elle n'est pas disponible, ce n'est pas vraiment la meilleure personne à mettre comme personne de contact. Donc, il faut bien la choisir. Tout à fait. Et on parlait un peu plus tôt aussi d'outiller nos porte-paroles. Ben, si cette personne contact, ce n'est pas le ou la directrice générale, la personne contact doit aussi être briefée là, et bien outillée pour répondre aux questions des médias quand ils vont appeler. Et c'est tout.
Pour comment gagner en visibilité médiatique, Sophie, est-ce que tu as des trucs pour ça? Oui. Ce qui est important aussi, ben, c'est d'être bien visible sur le web. Si vous êtes déjà présent en ligne, donc si vous avez un bon site web, si vous êtes présent sur les médias sociaux, si vous avez un blog, ben, ça, c'est bon, c'est gagnant pour votre visibilité médiatique, pour votre visibilité médiatique parce que les journalistes peuvent très facilement vous trouver, alimenter leur histoire ou aller en apprendre plus sur votre organisme de différentes façons. Par exemple, on a regardé l'article du Toronto Star où la journaliste avait parlé de la campagne, mais avait donné des liens et des noms d'entreprises qu'elle proposait qu'on soutienne. Ben, je doute grandement que ce soit l'entreprise Lush ou Toronto Arts Foundation qui ait demandé ou qui a écrit un communiqué de presse pour aller vers les journalistes. Je crois que dans ce cas-là, c'est probablement la journaliste qui a fait quelques recherches, qui a trouvé, oh wow, ces organismes-là ils ont une belle visibilité, ils sont crédibles, ils travaillent pour la cause, pour Mardi Je donne, je vais les inclure dans mon article. Donc, c'est une autre façon d'être visible, c'est d'être justement très présent et très crédible sur le web. Je rajouterais aussi, parce que chez Phil, on travaille beaucoup avec les communications numériques, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de commencer une tentative de relations publiques et que votre site web ne soit pas à jour. Si les membres de l'équipe ont changé, si votre CA, la liste des membres de votre CA n'est pas à jour, si les statistiques sur votre site sont désuets, puis ça fait des années que vous ne l'avez pas, c'est la pire chose que vous pouvez faire parce que le journaliste potentiel qui aurait un intérêt à parler de vous, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller sur votre site web pour prendre de l'information. Puis là, s'il trouve qu'il y a quelque chose, puis il veut vous parler, puis vous passez en entrevue, puis là, il commence à vous parler de tel et tel fait, quelque chose, puis là, vous dites, ah non, non, ça, c'est pas... Non, on a desservi 4500 personnes depuis 2020, pas 400. Mais il va dire, ouais, mais j'ai trouvé 400 sur votre site web. Là, vous avez l'air moins crédible. Donc, avant tout, assurez-vous que vos documents numériques soient à jour avant même de penser à faire votre communiqué de presse ou autre tentative. Je vais poursuivre avec comment trouver les journalistes, comment Sophie avait mentionné que c'est une relation comme toute autre, qu'il faut développer la relation, il faut maintenir la relation. Une bonne façon de faire ça, c'est d'aller trouver les journalistes sur Twitter et les suivre. Il y a pas mal d'organismes qui ont des comptes Twitter. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde, mais ça peut être très utile de commencer déjà à regarder qui couvre les dossiers qui concernent votre mission et vos activités. Et aussi, n'oubliez pas les blogueurs. Comme je disais au tout début de notre présentation, les blogueurs ont un très grand sphère d'influence de nos jours et ils écrivent, sont toujours à la recherche de contenu. C'est leur job de faire du contenu sur le web. Donc, essayez de les trouver, de tisser des liens. Et ça se fait comment on les trouve? Ben, c'est par des recherches Google. C'est de voir c'est qui se porte comme expert de la matière et vous pouvez les appeler. Puis, comme on disait tout à l'heure, que ça ne va pas être du premier coup et de votre premier essai dans les relations publiques ou autres que vous allez avoir nécessairement un grand succès, mais c'est de commencer les relations. Si la personne qui est blogueur ou qui est journaliste dit « Ah, c'est très intéressant votre sujet ou votre cause, mais en ce moment, je n'ai pas d'intérêt pour ça », c'est pas grave, vous pourrez quand même garder le contact. Le jour qu'ils vont vouloir parler de votre cause ou de votre mission, ben, ils vont être comme « Ah, ben oui, je me souviens de tel et tel, je vais essayer de les contacter ». Au niveau des coûts de services professionnels, on se fait souvent demander est-ce que ça coûte cher engager une relationniste pour nous aider avec les communiqués, etc. C'est sûr que
vous allez avoir de meilleures chances. Il n'y a rien de garanti, de un, dans les relations publiques, mais c'est certain qu'en engageant une relationniste, vous allez avoir plus de chances parce que c'est eux qui ont le carnet d'adresse des journalistes, c'est eux qui ont déjà développé les relations et c'est eux qui ont la crédibilité que quand ils amènent une histoire vers un journaliste, que ça a été bien travaillé, bien organisé et que ça va rendre la vie plus facile aux journalistes. Donc, c'est vraiment un très bon allié à avoir. C'est sûr que c'est pas à portée de tous parce que oui, il y a des frais qui sont associés, mais si on regarde à une offensive de presse de base qui tourne autour de 2500 $, quand vous pensez à tous les efforts que vous auriez dû faire à l'interne avec une équipe peut-être de votre organisme qui ne connaît pas du tout les médias, qui ne connaît pas les journalistes, vous allez chercher longtemps à développer votre liste d'envoi, vous allez chercher longtemps à créer ces liens-là. Et donc, quand on mesure le fait de dépenser pour des professionnels, ça vaut la peine. C'est un peu comme le COVID nous a tous montré qu'il ne faut pas se couper nos propres cheveux. On est mieux d'aller vers des professionnels. Mon mari peut en témoigner. Donc, oui, ça coûte un peu d'argent, mais les retombées risquent d'être pas mal plus fortes avec l'aide de ces gens-là. Puis, je soulignerais, pour en avoir discuté récemment avec notre relationniste qui travaille en collaboration avec Phil, elle a dit qu'il faut vraiment les incorporer au début de vos réflexions autour de votre campagne. Il faut les inclure dès le départ dans la stratégie parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'à la dernière étape de lancer votre campagne ou de faire quelque chose, là, on dit « Ah, il faut penser aux relations publiques. » Et puis, il y aurait peut-être l'expertise de cette relationniste-là qui aurait pu vous donner des meilleurs conseils avant d'être à la toute fin, avant de faire votre grande annonce. Donc, pensez à inclure ces gens-là dès le début de vos réflexions stratégiques pour votre campagne. Sophie? Oui. C'est important de maintenir la relation à l'année longue avec les journalistes. Il faut tisser les liens, il faut la cultiver, cette relation. Encore une fois, comme je mentionnais plus tôt, on ne veut pas les achaler sans raison, là, mais lorsqu'il y a de l'information pertinente à leur proposer, quelque chose d'important à partager, saisissez cette occasion-là et communiquez avec vos journalistes clés. Puis, les choses comme, par exemple, des exemples que vous pourrez leur envoyer, un rapport d'impact ou votre dernier rapport annuel. S'il y a eu des changements au sein de votre conseil d'administration, des nouveaux gouverneurs, par exemple, ou des changements dans les porte-paroles, des nouveaux membres de la direction, ça, c'est des choses qui peuvent, que vous pouvez leur envoyer, là, pas nécessairement pour qu'ils en fassent une annonce, mais pour garder cette relation active. Si vous avez des retombées d'une campagne de visibilité ou d'une collecte de fonds, ou vous avez, je ne sais pas moi, vous avez déménagé, puis vous avez maintenant un nouveau local, un nouvel entrepôt et plus de capacité. Donc ça, c'est des choses qui pourraient justement susciter peut-être un article, on ne sait jamais, mais c'est vraiment juste, ça garde la relation active. Absolument. C'est un peu de la même façon que nos donateurs apprécient qu'on leur communique à travers l'année, pas seulement quand on veut juste leur demander un don. C'est ça qui fait qu'on a une meilleure relation avec nos parties prenantes, c'est qu'on n'est pas toujours en train de quêter. Donc, c'est pour ça qu'on peut juste les garder au courant des activités chez vous sans trop les déranger et ça va vous permettre d'être plus top of mind la prochaine fois que vous allez vraiment avoir quelque chose d'important à partager à travers les journalistes.
Avant de conclure notre webinaire, je voulais juste revenir sur des petits trucs et des rappels pour différents outils de communication avant Mardi Je Donne. Comment préparer un bon courriel, que ce soit un courriel que vous allez informer un journaliste puis joindre votre communiqué, mais juste pour vos publics cibles en général. Je dirais que le courriel reste encore une façon vraiment importante de communiquer la mission, les objectifs de notre campagne pour Mardi Je Donne. Donc ici, on a repris un petit exemple d'un organisme qui avait bien fait ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, mais c'est quand même très explicatif. Donc, vous pourriez mettre bien sûr votre logo, une invitation à participer, avoir un petit décompte. Ça aussi, c'est des petits plugins maintenant que des programmes comme Constant Contact, MailChimp, etc. puissent inclure là-dedans. N'oubliez pas d'expliquer c'est quoi Mardi Je Donne. Bien qu'on travaille fort depuis quelques années au Québec, ce n'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi encore Mardi Je Donne. Donc, il faut leur dire qu'on fait partie d'un mouvement mondial, que c'est toujours le mardi après Vendredi fou et Cyber lundi. Juste leur donner quelques lignes de pourquoi c'est important, que ce n'est pas juste les dons, mais c'est aussi le bénévolat et la générosité dans toutes ses formes. Donc, ça, c'est important de souligner. Être vraiment clair avec l'appel aux dons. Mettez pas un petit texte surligné en bleu qui est de 4 lettres pour dire don. Il faut vraiment faire un gros bouton facile à cliquer pour activer les gens. On peut donner des exemples, utiliser les hashtags même dans vos infolettres et dans vos courriels. Expliquer encore l'effort collectif, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans notre webinaire aujourd'hui. Répéter l'appel aux dons et essayer d'inclure quelques images qui vont renforcer le message et de faire chaud au cœur ou un effet plus wow si vous pouvez. Et vous pouvez aussi inclure les visuels du mouvement. Bien sûr, on a notre belle trousse d'outils qu'on continue à alimenter. À chaque semaine, vous avez des nouvelles choses. C'est comme Winners, on n'arrête pas d'amener des nouvelles affaires dans notre petit magasin à chaque semaine. Donc, ça, c'est des petits conseils pour vous aider à planifier pour le jour J. Donc, je vous rappelle de planifier, préparer vos bénévoles à l'avance, peu importe le rôle qu'ils vont jouer pendant Mardi Je Donne, que ce soit une porte-parole, que ce soit un bénévole sur le terrain, que ce soit quelqu'un qui va faire des appels ou les réseaux sociaux pour vous pendant la journée. Super important de bien les préparer et de les outiller. Vous pouvez aussi dès maintenant, commencer à préparer plusieurs billets sur les médias sociaux. Si vous n'avez pas eu la chance de voir notre dernier webinaire qui était sur les réseaux sociaux, je vous invite à le visionner. Vous pouvez le voir à partir de notre page d'accueil sur ici-on-donne.ca, ainsi que tous les enregistrements de tous les webinaires qu'on a fait cet automne. Pensez déjà à rédiger la base de vos remerciements. Vous pouvez insérer les faits, les statistiques, les chiffres finaux, bien sûr, à la toute fin, mais vous pouvez vous sauver du temps à le faire maintenant que d'être dans l'urgence le 1er décembre. Aussi, c'est toujours important, puis on encourage tout le monde qui participe à Mardi Je Donne, d'encourager les autres, de partager des bons coups. C'est très facile sur les réseaux sociaux aussi. S'il y a quelqu'un qui travaille pour la même cause que vous, c'est pas une question d'être en compétition pour Mardi Je Donne. Tout le monde travaille pour faire du bien cette journée-là. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de réciprocité quand on commence à être fin avec les autres. Ça a des belles retombées. Donc, je vous encourage, share the love. Bien sûr, surveillez vos réseaux, les hashtags. Nous, on va faire pareil. On va vous mentionner, on va faire des reposts quand on peut pour faire mousser vos campagnes. Donc, super important de répéter les hashtags. Ici, on donne Giving Tuesday, CA, etc. Je vais vous les rappeler dans quelques instants.
Ajoutez vos résultats au fur et à mesure sur vos réseaux sociaux. Si vous avez commencé vos campagnes avant Mardi Je Donne, vous pouvez déjà dire que il nous reste une semaine avant Mardi Je Donne, puis on est déjà à 50% de notre objectif. Bravo, yeah, let's go. Ça crée vraiment un engouement. Et vous pouviez bien sûr le faire le journée même sur les réseaux sociaux, de mettre 3-4 billets pendant la journée. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui me disent « Ah, 3-4 billets dans la même journée, on n'en fait même pas 3-4 dans toute la semaine. » Mais c'est pas grave, allez-y, mettez le plus d'efforts possible sur les réseaux sociaux. Ça va beaucoup aider à accroître la visibilité de votre campagne. Je vous rappelle aussi la trousse à outils qui est disponible sur le site web. On a des choses que vous pourriez partager sur vos réseaux sociaux, comme l'image que vous voyez en haut à droite. Il y a aussi la bannière pour vos courriels que vous pourriez faire. Vous pouvez télécharger cet élément-là et le mettre en bas de page de tous vos courriels. Ça peut aider. Puis vous pouvez mettre un hyperlien vers votre campagne si vous n'avez pas d'infographiste pour vous aider à faire une bannière courriel, de signature courriel pour votre propre organisme. Et Sophie nous a préparé gentiment un petit cheat sheet, si on peut dire, sur les astuces de relation avec les médias pour les OBNL. Donc, je vous encourage de le télécharger, de le partager avec les membres de votre équipe, ainsi que votre CA et toute autre personne qui serait impliquée dans votre campagne pour Mardi Je Donne. Je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag Ici on donne Québec Gives. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et c'est en utilisant les hashtags que nous, on va pouvoir voir vos activités sur les réseaux sociaux et on va les redistribuer sur nos propres plateformes. Donc, je vous encourage fortement de les utiliser et on a hâte de voir combien qu'on va en avoir à la fin du 30 novembre. Donc, sur ça, j'aimerais remercier Sophie d'avoir pris le temps de nous aider avec la présentation d'aujourd'hui. On est vraiment choyés d'avoir des experts comme ça qui viennent offrir de leur temps bénévolement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous inviterai à ouvrir votre vidéo. Et de participer pour les prochaines peut-être 5-10 minutes à vous poser des questions et ensuite on va essayer de conclure bien avant 1 heure pour qu'on puisse tous retourner à notre journée bien chargée. Est-ce qu'il y a déjà des gens, je n'ai pas vu grand-chose dans le chat, est-ce que vous avez des questions pour moi ou Sophie en partant? Catherine. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, salut! Oui, je me demandais, est-ce que vous conseillez aux organismes d'envoyer également un communiqué de presse bilan au terme de la campagne? Si on envoyait un communiqué de presse, dans le fond, pour annoncer ce qu'on fait pour Mardi Je Donne, la campagne, tout ça, est-ce que ça peut être intéressant de renvoyer un communiqué de presse par la suite pour annoncer les résultats? Kim, veux-tu répondre ou... Non, vas-y, Sophie. Non, OK. Ça se fait, oui, tout à fait. Ça peut se faire si les résultats, bien sûr, sont impressionnants, sont intéressants. Ça peut tout à fait se faire. Vous pouvez aussi utiliser les médias sociaux, par exemple, mais le communiqué de presse peut se faire. Parfois, il y a des conférences de presse qui se font à la fin aussi, s'il y a beaucoup d'engouement et puis de presse qui est intéressée. Mais ça suit aussi la logique du communiqué de presse. Donc, tout à fait. Je conseillerais aussi que si vous êtes en région, de peut-être voir s'il y a plusieurs organismes qui ont participé à Mardi Je Donne, que vous, encore dans l'esprit collectif, c'est de vous parler puis de dire, bien, ensemble, on est allé chercher 200 000 $ pour les enfants de notre communauté ou quelque chose comme ça, parce que
un organisme qui est allé chercher peut-être 2200 tout seul. Peut-être 2200 pour eux, c'est énorme, mais peut-être pour le journaliste, ça n'a pas de l'air d'un si grand impact que ça. Mais ce n'est pas juste dans les chiffres. Si le 2200 $ vous permet d'avoir un impact important sur plusieurs familles, sur plusieurs personnes de la communauté, on peut mettre un spin intéressant que même si le montant n'a pas de l'air si intéressant que ça, mais les retombées de l'impact de ce que va faire cet argent-là peut attirer l'attention du journaliste. OK, merci. Puis en même temps, je pense que ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, de bâtir la relation avec les journalistes, de leur faire le suivi de ce qui s'est passé. Absolument. Absolument. Puis même si c'est pas juste, si vous n'avez pas besoin de faire un communiqué au complet, vous pourriez réécrire juste un courriel au journaliste puis lui dire « Hey, bonne nouvelle, merci d'avoir parlé de nous parce que finalement, on est allé chercher X ou on a fait tant avec notre campagne. » Je sais que Lucie, elle avait sa main, mais Caroline, elle avait mis sa main en premier. Fait qu'on va y aller à Caroline puis ensuite Lucie. Merci de ton fairness. Bonjour Kim. En fait, j'ai dû regarder comme 5 fois au début quand tu as commencé puis tu t'es présentée. J'étais là comme je la connais, Kim, voilà. Donc, Kim travaille chez Phil, avec qui notre organisation travaille aussi. Je me suis jointe à Réseau Enfants Retour récemment. Puis, il y avait déjà comme des bonnes habitudes de prise. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un build-up, en fait, sur le 30 novembre, un mois avant, pour inviter les gens à... Ça ne sert pas à grand-chose, là, parce que c'est virtuel, mais inviter les gens à penser qu'on va être là, nous, mardi, je donne. Puis, on fait une espèce de blitz pour s'assurer d'inviter tous ceux qui likent nos publications après des partages ou des choses comme ça, de les inviter à aimer nos pages si on s'assure d'être vraiment très assidus pour avoir un maximum de public à ce moment-là. Donc, on a déjà commencé, puis déjà la première journée, juste en disant le 30 novembre, ceci, ça va se passer, on a un lien vers les dons. Il y a déjà plus de 700 $, je pense, qui ont été ramassés. Juste comme ça, en faisant un build-up, puis les gens vont l'avoir déjà vu. Donc, il y a eu une réaction de fun. On fait ça 4 mardis avant le mardi je donne, puis on termine à la fin décembre, là, évidemment, pour rappeler aux gens qu'ils peuvent toujours contribuer à cette cause-là qui fait partie de notre campagne. J'imagine que les idées viennent de chez vous aussi, là, parce que vous nous avez accompagnés là-dessus. Ce qu'on fait aussi, c'est que, je ne sais pas, j'ai pris plein de notes, là, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure que les gens, on a assuré une certaine cohérence dans nos communications. Donc, on a une infolettre qui partait récemment. On a déjà parlé du sujet, en fait, sur lequel on va miser pour Mardi je donne cette année, ce qui fait qu'on va ressolliciter les gens qui sont inscrits à notre infolettre assez rapidement en leur rappelant l'article qu'on a vu. Donc, on fait un build-up comme ça pour avoir comme un maximum. On a la chance d'avoir 2 porte-paroles qui sont des personnalités publiques et des personnalités publiques qui se sont impliquées dans le passé. Fait qu'on a fait faire aussi des vidéos qu'on va partager là, en séquence, là, parce qu'évidemment, tout ne va pas sortir comme pour nous un premier mardi. Donc, cette campagne-là, pour nous, Mardi je donne, qui est une journée, elle se déploie sur presque 3 mois en tout pour avoir un maximum, sans surdoser non plus, mais je pense que ça peut se faire là, avec un message qui est pas redondant, mais répétitif. Oui. Puis vous avez choisi un programme spécifique pour votre Mardi je donne, ce qui se trouve être le programme qui s'appelle Aimer. Et ça aussi, c'est important parce qu'un organisme comme bien des organismes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est des organismes qui ont plusieurs services, qui ont plusieurs programmes. Et des fois, les organismes essayent de parler de toutes choses tout en même temps, mais les meilleures campagnes de Mardi je donne, c'est eux qui
qui a un focus Ouais. particulier. Donc, Ouais. ça aussi, c'est important à bien le définir avant de commencer la campagne. L'expérience que j'ai autant avec cette organisation-là que d'autres organismes que j'ai supportés dans le passé puis qui ont participé à Mardi Je donne, c'est en fait de s'assurer peut-être de... Comment je pourrais dire? Parce que si on lance des statistiques, puis combien ça nous coûte, puis combien on a besoin de ramasser en tout, il y a souvent des donateurs qui ne trouvent pas vraiment d'intérêt, qui ne vont pas voir la différence ou ce que va faire leur don de 5 ou de 10 $. Des fois, en décortiquant un peu les montants qu'on va chercher, ça fait comme quand on fait sur des grandes campagnes de dons, par exemple, dans d'autres milieux, on va aller destiner ton 5 ou ton 10 à un produit spécifique. Nous, on a déterminé en calculant que le programme aimé pour le déployer dans les écoles, des intervenants qui font les présentations, puis le matériel, puis le transport, puis la promotion, le temps qu'on y passe, ça revient à 10 $ par enfant, par jeune, âgé de tel âge à tel âge. Donc, c'est facile pour nous de dire, on a formé 43 000 jeunes depuis le début, puis ça coûte 10 $ par jeune. Donc, moi, si je donne 20 $, ça veut dire que je viens de former 2 enfants. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans aller chercher ton public. C'est peut-être d'aller comme lui dire à quoi il va servir ton 10 $ ou ton 20 $ exactement, dans ton gros objectif. Merci, Caroline. C'est tellement drôle que tu sois avec nous aujourd'hui parce qu'on aurait dit que je t'ai payé pour venir dans la partie commentaires et questions-réponses pour faire l'exemple d'un de nos clients, mais ça donne comme ça. Oui, c'est ça, c'est bien bon. Oui, c'est ça. Tantôt, je me suis dit, y a-tu 2 Kim Fuller au Québec? C'est ça. Sûrement pas. Connecter sur LinkedIn, c'est sûr. Merci. Super, merci à toi. Lucie, vas-y. J'ai une question sur la lettre ouverte. Les lettres ouvertes, toutes celles que j'ai vues jusqu'à présent, c'est sur des sujets polémiques et controversés. Est-ce que la lettre ouverte doit être un minimum controversé ou sensationnel pour que ça fonctionne? Non, puis Sophie, tu pourras renchérir là-dessus, mais quand on pense aux journalistes puis aux journaux et les histoires qu'ils publient, c'est souvent parce qu'ils savent qu'ils vont aller chercher plus de lecteurs avec quelque chose de sensationnel. Mm-hmm. Moi, dans mon approche avec les communications et ce qu'on fait chez Phil, c'est qu'on ne veut jamais victimiser les bénéficiaires, on ne veut jamais profiter du fait qu'il y a des familles ou des individus qui sont mal pris à cause d'une maladie, d'une situation, d'un manque de quoi que ce soit. Il faut le faire avec un certain respect envers vos bénéficiaires. Donc, ça, pour moi, c'est primordial. Nous, on est un organisme de protection de la nature. On fait du nettoyage de cours d'eau, puis je me suis dit, ça serait-tu too much si on parle de l'augmentation de la quantité de déchets de plastique depuis le début de la COVID? Parce que, oui, ça peut sembler controversé parce que c'est peut-être un mal nécessaire, mais en même temps... nous, on est là pour compenser le problème puis ramasser tous les masques qui finissent dans les rivières, par exemple. Non, c'est parfait. Et surtout, c'est un sujet chaud en ce moment parce que le fait qu'on passe à travers cette pandémie-là et tout, on voit qu'il y a une certaine augmentation. Oui, OK, on voyage moins parce qu'on se déplace moins pour aller au travail, etc., mais il y a d'autres conséquences à la consommation qui fait rajouter aux problèmes climatiques. Donc, ça serait un bon sujet pour vous et vous êtes bien positionné pour écrire une telle lettre ouverte. Sophie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, parce que je me suis inscrite à Google Alert pendant que vous donniez la formation, puis j'ai écrit production de déchets, puis là, ça m'a dit que 26 000 tonnes de déchets liés à la pandémie ont été jetés dans l'océan au total, fait que ça
ça serait une bonne base pour une lettre ouverte. Bien, bravo, Lucie, tu es déjà bien avant, tu as pris de l'avance même avant que notre webinaire se termine. Donc, je te souhaite une bonne continuité là-dessus. Puis, tu vas pouvoir continuer à suivre les réseaux sociaux de Ici on donne, parce qu'on va essayer de continuer dans les prochaines semaines à donner d'autres trucs et astuces. Et surtout, si vous avez une bonne visibilité sur les choses, ça va nous faire plaisir de partager cette belle visibilité-là aussi. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre point, de ne pas oublier que quand vous avez un journaliste qui va parler de vous, n'oubliez pas de partager le lien vers le journal dans vos réseaux sociaux dès que possible. C'est vraiment le fun de pouvoir annoncer à tous vos abonnés que vous avez une belle visibilité, même si c'est dans un petit journal local, là, et vous pouvez taguer le journal local pour aussi avoir plus de réciprocité de cette façon-là aussi. Donc, n'oubliez pas de passer à cette étape-là pour partager le message. Merci beaucoup. Merci pour tous les outils en passant. C'est cool d'apprécier. Super, merci Lucie. Moi, j'avais une petite question pour toi, Sophie, peut-être avant de quitter. On a vu Cision passer une couple de fois dans vos exemples de communiqués de presse, d'envoi de communiqués. C'est quoi exactement Cision? Cision, c'est un service de presse. En fait, c'est une entreprise qui, on parlait justement de payer un service de professionnel pour nous aider. C'est un service payant, mais pour les organismes qui veulent justement avoir accès à des journalistes à portée de main ou qui veulent être passés sur le fil de nouvelles, s'ils ont un communiqué de presse, c'est expédié rapidement sur le réseau pan-canadien où on peut choisir aussi, on peut cibler une certaine région, un certain par secteur aussi. Donc, c'est un service de relations publiques essentiellement qui donne plusieurs services. On paye par forfait, donc dépendamment du forfait qu'on prend, on a divers services qui nous sont offerts. Je crois que c'est cision.ca, si vous voulez aller en apprendre un peu plus. C'est une belle ressource. J'ai déjà travaillé avec eux quand je travaillais dans un autre organisme et puis on a eu des belles retombées justement médiatiques avec ce service-là. C'est sûr que ça nous a coûté un peu de sous, mais comme Kim disait, parfois, ça vaut la peine d'investir cet argent pour avoir un peu cette liberté d'esprit là, de savoir que ça va être pris en compte et puis qu'on va avoir des retombées par la suite. Donc, peut-être une ressource à aller explorer, cision.ca. Super, bien, merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes d'être avec nous aujourd'hui. C'est notre dernier webinaire avant le grand jour, donc on va vous souhaiter les meilleures campagnes et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Caroline, tu avais une petite question? Oui, en fait, ça m'a trop pris de temps de trouver la main, je suis désolée. Je voulais juste savoir si Cision, comme fil de presse, comme outil, est-ce qu'il donne des rabais importants aux organismes à but non lucratif? Comme le faisaient leurs prédécesseurs. Là. Il me semble qu'il y a des rabais. Je ne suis pas certaine, là, j'ai pas regardé ça récemment, là, mais il me semble qu'il y a certains rabais. C'est peut-être pas énorme, mais oui, il devrait y en avoir. Ça peut aider. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Caroline. All right. Bonne journée tout le monde. Passez une très belle mardi je donne. On vous souhaite bon succès avec vos campagnes et à très bientôt.